Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Odilon Tataguera du Mazava GRD est élu représentant de la société civile au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. 79 associations électrices ont été appelées aux urnes dans la matinée. Et nul rapport sur l'explosion à Mahamas n'a été connu 3 jours après l'événement, ni le nom, ni l'entité ou bien l'objectif des perquisitions. Et la Turquie décrète un jour de deuil national après le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul. Le bilan a été revu à la hausse, 239 blessés et 41 personnes tuées. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, Odilon Tataguera du Mazava GRD est élu représentant de la société civile au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. 79 associations électrices ont été appelées aux urnes dans la matinée. Reportage de Muramanj. Suite à un énième report de l'élection du représentant de la société civile au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, Odilon Tataguera du Mazava GRD, élu avec 33 voix sur 62, 7 d'entre eux ont été retenus au total si au départ 20 candidats ont déposé leur dossier de candidature. 62 sur les 79 associations électrices sont venues en masse élire leurs représentants dans le calme au sein du ministère de la communication et des relations avec les institutions. On a commencé à recevoir les électeurs à 8 heures ce matin, donc à 8 heures jusqu'à 10 heures. On a vérifié l'authenticité des électeurs, donc on a vérifié les récépissés, la carte d'identité donc des électeurs, etc. Et les mandats également pour ceux pour les associations, les présidents n'ont pas pu venir, donc ils ont envoyé d'autres personnes avec un mandat donc en bonne et due forme. On a commencé le vote à 8 heures, à 10 heures jusqu'à midi. Et puis on a compté les voix, les résultats. Chaque candidat avait eu un délégué donc, qui a assisté les membres de la commission ad hoc pour vérifier donc, le déroulement du vote. L'observation et l'attente du résultat des votes ont été assurés par les responsables au sein du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Et à maintes reprises, l'élection prévue initialement le mois de mars dernier a finalement eu lieu ce jour malgré les successions de litiges entre les membres de la société civile ou autres problèmes au niveau de l'organisation de l'élection. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le mystère reste entier autour de l'explosion à Mahamas dimanche après 3 jours d'enquête effectuée par les forces de l'ordre suite aux nombreuses perquisitions. Aucune identité n'a encore été dévoilée depuis la nuit de l'explosion au stade de Mahamas. Un reportage.
Les porte-paroles de la gendarmerie ont martelé ce jour que les enquêtes sont en cours. Une personne a été arrêtée et des perquisitions ont été faites dans les domiciles des personnes suspectées. Ils ont tenu en secret l'identité de ces derniers. Les forces de l'ordre sont en train de mener les enquêtes y afférentes. Étant donné que vous savez déjà qu'il y a eu une personne qui a été arrêtée, des perquisitions ont été faites dans les domiciles de certaines personnes qui sont éventuellement suspectées, mais cela ne prouve nullement leur culpabilité. La perquisition est une façon, dans l'enquête judiciaire, de prouver, inculper ou disculper la personne. Donc, les enquêteurs sont actuellement en train de mener leurs enquêtes et leurs investigations afin de déterminer d'abord les faits, ensuite la culpabilité de toutes les personnes qui seront liées de près ou de loin à cet acte criminel qui a eu lieu lors de la fête nationale le 26 juin dernier. Les enquêteurs ont des pistes, mais comme toute enquête, il reste quand même le volet secret de l'enquête, étant donné qu'il faut leur laisser la marge de manœuvre pour qu'ils puissent mener à bien leurs investigations. Parce que vous savez que les malfaiteurs, ils essaient d'avoir une longueur d'avance sur nous. Mais les pistes concrètes, je ne peux pas encore vous dévoiler pour l'instant, mais en tout cas, la preuve, c'est qu'on mène des enquêtes, des investigations et surtout des perquisitions dans des lieux où des personnes qui seraient éventuellement suspectées avoir des liens de près ou de loin avec ces actes criminels. L'exécutif a évoqué les pistes politiques, contrairement à la gendarmerie qui attend les résultats de l'enquête. Ça, c'est une piste pour les politiciens. Nous, au niveau des enquêteurs et des forces de l'ordre, on s'en tient d'abord aux faits. Donc, on détermine d'abord à quel niveau la personne est impliquée, c'est-à-dire par rapport à l'acte lui-même. Donc, pour nous, actuellement, au stade de l'enquête, on mène d'abord les investigations pour déterminer déjà, les faits, secondo, les personnes complices ou auteurs, et éventuellement pour remonter au réseau des personnes liées à cet acte. 3 jours après l'explosion à Mahamas, les informations restent floues et le mystère demeure encore, malgré l'anticipation des forces de l'ordre face aux risques et toute tentative de déstabilisation. Les malfaiteurs arrivent toujours à passer à travers les mailles du filet policier. Et actualité économique, l'Union des sociétés civiles malagasy craint les conséquences négatives par rapport à l'adoption du dernier Conseil des ministres d'un projet de loi portant sur la création d'une cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale. Un projet de loi qui passera avant la fin de la première session ordinaire au palais de Timbazaz et passera ensuite à Nousikil. Reportage de Feizou Rafali. Selon les sociétés civiles au sein du mouvement Rouille et ses partenaires à Madagascar, l'état de droit demeure une théorie. Le Conseil des ministres du 2 juin dernier a abouti à l'approbation d'un projet de loi portant sur la création d'une cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale. Un projet de loi approuvé sans avoir consulté les acteurs concernés et qui s'introduira à l'ordre du jour des parlementaires cette semaine. Par conséquent, l'Union des sociétés civiles revendique un report ainsi qu'une concertation avec les acteurs avant l'adoption de cette loi. Ce projet de loi a été adopté en conseil des ministres et à l'insu de tous les acteurs. Nous souhaitons qu'il y ait un report de l'examen de ce projet de loi et la concertation avec tous les acteurs nationaux dans la réconciliation nationale et puisqu'il s'agit, semble-t-il, d'un projet de loi qui concerne la réconciliation nationale et aussi dans la lutte contre la corruption. Voilà. Selon toujours les explications, ce projet de loi fait une distinction de certains individus vis-à-vis de la justice. La mise en place de cette cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale mettra en cause la dite impartialité de la justice. Dans un état de droit, tout le monde est égal devant la loi, quel qu'il soit, il ne devrait pas y avoir deux tribunaux. Nous avons analysé qu'il y a des risques d'impartialité élevés parce qu'il s'agit d'une cour spéciale, donc d'un privilège de juridiction, et notamment risque d'impartialité. En l'état actuel de la justice,
Les sociétés civiles au sein du mouvement Rouille ainsi que ses partenaires ont réclamé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, le report de l'adoption de ce projet de loi afin de mettre en place une justice impartiale et l'égalité des personnes coupables de délinquance économique, financière et fiscale. Et toujours sur ce plan économique, les lois régissant le commerce électronique à Madagascar ne sont pas encore adoptées. Par contre, plusieurs démarches afin de mettre en place la stratégie nationale de paiement sont en cours, expliquent les responsables au sein de la Banque centrale. Reportage. Commerce électronique, commerce en ligne, vente en ligne ou à distance, un échange pécuniaire de biens, de services et d'informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment l'Internet. On emploie également le terme e-commerce, des transactions souvent payées par l'intermédiaire de la banque et le mobile banking. Madagascar fait pourtant partie des pays de l'Afrique ayant un taux de bancarisation le plus faible. Plusieurs démarches afin de mettre en place la stratégie nationale de paiement sont en cours, expliquent les responsables au sein de la Banque centrale. Et pour la création du Closed User Group, nous allons en prendre compte parce qu'actuellement, nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale du système de paiement. Et donc ce sera sur l'année à partir de 2017. Jusqu'ici, près de 4 millions de comptes bancaires sont ouverts à Madagascar, si seuls 800 000 sont actifs. L'e-commerce a commencé à se développer dans le pays en 2009. Jusqu'ici, après avoir été discuté en séance plénière à l'Assemblée nationale en 2014, les projets de loi sur les transactions électroniques, la signature électronique et la protection des données à caractère personnel ne sont pas encore adoptés. Depuis son institution en 2012, depuis 2014, donc, il y a eu à peu près 5 lois qui ont été promulguées. La loi sur les transactions électroniques, la loi sur la signature électronique, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi sur la dématérialisation des procédures administratives et enfin la loi sur la cybercriminalité. Tout ça, ça a été donc fait sur l'égide du comité de pilotage et du commerce électronique sous l'égide du ministère du Commerce. La loi est sortie, les lois ont été promulguées par le journal officiel et normalement ils sont applicables. Avec ces nouvelles lois, pourtant, la vente électronique sera plus sécurisée et aura plus de crédibilité, ce qui fera la joie des opérateurs économiques qui attendent depuis longtemps la mise en place d'un cadre juridique dans le domaine. Et nous passons aux actualités sociales. Marché du Pochard, le bras de fer entre les commerçants d'Armalagas et la dite entreprise chinoise continue. L'association des marchands ne sont pas en mesure de revendiquer le lieu vendu à un opérateur chinois, explique l'avocat de ce dernier. Et toujours d'après ses explications, l'association des marchands d'Armalagas a vu le jour en 2005. Ce n'était qu'en 2012 qu'elle a été reconnue légalement. La vente du lieu a commencé à cette époque et le verdict est tombé. Les marchands d'Armalagas doivent respecter la loi, insiste Maître Ranevman. Faux. Parce que vous voyez, les pièces qu'elles ont versées à l'audience, que l'association n'a existé que 2005. Cette association-là aussi a utilisé de faux et fabriqué de faux documents. Comme quoi que l'association a une adresse connue, alors qu'après vérification par l'UCI, cette association-là n'a jamais existé dans l'adresse indiquée. Deux dernières lettres officielles de la commune, datant de 2012, elles sont devenues des occupants sans droit ni titre, parce que le terrain appartient à une personne bien déterminée. Et pour terminer, les actualités nationales, outre les célébrations de la fête nationale organisée par le parti Malagas Miaramieng, dans la capitale, le maire élu sous la couleur du parti a célébré en fanfare la fête de l'indépendance avec les habitants de la commune Anjanumbu, district Yakour. Des festivités ont été alors organisées pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance dans cette commune.
Les premiers responsables du parti Malagas Miaramieng dans le district de Yakour et Voïbé ont fait l'honneur de leur présence durant ces festivités. Ils étaient surtout venus représenter le président national du parti. Et nous passons aux actualités internationales. À Bruxelles, le sommet de l'Union européenne s'est tenu pour la première fois sans le Royaume-Uni. Les 27 États membres ont affiché un front commun. Et après le Brexit, François Hollande s'est exprimé. Il appelle à une nouvelle dynamique européenne. Écoutons. Si le Royaume-Uni voulait, dans le cadre de cette négociation, et donc à son terme, accéder au marché intérieur, il faudrait que le Royaume-Uni en accepte toutes les règles, avec toutes les obligations. Et notamment une qui est de contribuer financièrement au fonctionnement de ce marché intérieur et à ses règles d'organisation. La Norvège paye, par exemple, une certaine somme pour accéder au marché intérieur. Il en serait de même à un niveau bien plus élevé pour le Royaume-Uni. Et la Turquie décrète un jour de deuil national après le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul. Le bilan a été revu à la hausse de 139 blessés et 41 personnes tuées. Reportage de France 24. La province d'Istanbul a fait état d'un nouveau bilan de l'attaque d'hier. On parle de 41 morts, 239 blessés. On sait également qu'une centaine de blessés auraient déjà quitté les hôpitaux d'Istanbul. On en sait plus par contre sur la nationalité des victimes. 23 d'entre elles seraient des citoyens turcs. Le reste seraient des touristes de passage, des Saoudiens, des Jordaniens, des Iraniens, pour la plupart des ressortissants de pays musulmans, du Moyen-Orient et du Maghreb. Alors, pour l'instant, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'hier, le Premier ministre turc Binali Yildirim a lui directement pointé du doigt l'organisation terroriste de l'État islamique. Même si l'attaque n'a toujours pas été revendiquée, cette attaque serait en fait un véritable coup dur pour le gouvernement parce que c'est un symbole de la Turquie qui a été visé. L'aéroport Atatürk, le 11e aéroport en termes de transit au monde, c'est un symbole de l'ouverture et de la réussite de la Turquie. Et cette attaque serait aussi une sorte d'avertissement, de message au gouvernement turc. Une façon de dire que même un endroit protégé, même un endroit aussi surveillé que l'aéroport Atatürk, n'est pas protégé des attaques de l'État islamique et qu'en Turquie, personne n'est à l'abri d'une prochaine attaque. Ces derniers mois, d'autres attaques ont été attribuées à l'organisation de l'État islamique par les autorités turques. Le pays a longtemps été considéré comme la base arrière du groupe terroriste. Depuis, le gouvernement a durci le ton avec la multiplication des attentats meurtriers sur son propre sol. Le dernier en date, un attentat kamikaze en plein quartier commerçant d'Istanbul sur la célèbre avenue Istiklal. 4 touristes sont tués, 36 personnes blessées. L'organisation de l'État islamique, elle, n'a pas revendiqué l'attentat, ni d'ailleurs aucun attentat sur le sol turc. Le 12 janvier, c'est le cœur du quartier touristique, cette fois Sultanahmet, qui est frappé par une nouvelle attaque aux abords de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. 12 touristes allemands sont tués. Le 10 octobre 2015, c'est la capitale turque qui est ciblée par l'attaque la plus meurtrière jamais survenue sur le sol turc. Un double attentat suicide fait 103 morts et plus de 500 blessés devant la gare principale d'Ankara lors d'un rassemblement pro-kurde, là encore attribué à l'organisation de l'État islamique. Mais le groupe terroriste n'est pas la seule menace. Les rebelles kurdes multiplient aussi les attentats. Ils ont repris les armes il y a 1 an, après la rupture du cessez-le-feu avec les autorités turques. Il y a quelques semaines, au début du mois de juin, à Istanbul, nouvel attentat à la voiture piégée contre un bus de policiers à Beyazit, dans le quartier historique de la ville. L'attaque est revendiquée 3 jours après par le TAK, un groupe radical dissident du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. 3 mois auparavant, c'était le centre d'Ankara qui était la cible d'un nouvel attentat à la voiture piégée. L'attaque, encore revendiquée par le TAK, fait 35 morts et plus de 120 blessés. Au total, rien que pour les 2 grandes villes du pays, depuis l'été dernier, les attentats ont fait près de 200 morts, des centaines de blessés et ont contribué à créer un climat de forte insécurité. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points développés dans ce journal.
Odilon Tataguer du Mazava GRD est élu représentant de la société civile au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. 79 associations électrices ont été appelées aux urnes dans la matinée. Et nul rapport sur l'explosion à Mahamas n'a été connu. 3 jours après l'événement, ni le nom, ni l'entité ou bien l'objectif des perquisitions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.